Comment croire de nouveau en l'amour quand on a été trompé? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, qui me semble important, la notion de confiance, de foi en l'amour, et puis finalement de résilience et d'estime de soi-même. Comment est-ce qu'on est capable de se relever, de croire à l'amour au-delà des déceptions qu'on a eues. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, qu'on va aborder ensemble d'une manière un petit peu différente de d'habitude dans cet épisode d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercard, je suis praticienne et depuis 2020, j'aide les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle pour qu'elles soient plus confiantes dans des relations saines et durables avec les hommes, en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes grâce à la thérapie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner sur Spotify et sur YouTube, et surtout pensez bien à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes. Sachez également qu'une formation est offerte pour vous, une formation gratuite qui vous aide justement à sortir des schémas de dépendance en amour en analysant justement vos attentes, votre positionnement et les mécanismes inconscients qui sont la cause de schémas répétitifs. Je vous invite à regarder dans la description, cliquer sur le deuxième lien et recevoir la formation si vous le souhaitez. Et bien pour pouvoir répondre à ce sujet sur finalement la foi qu'on met en l'amour, je vous ai écrit une histoire. Pourquoi je vous ai écrit une histoire? Parce que, comme vous le savez, je suis hypnothérapeute, entre autres, avec d'autres techniques que j'utilise. Mais dans mes séances d'hypnose et en hypnose ericksonienne, la base, c'est justement de s'adresser à l'inconscient. Et quoi de mieux, selon Milton Erickson, que de s'adresser à l'inconscient en lui adressant ce qu'on appelle des histoires isomorphiques, c'est-à-dire des histoires qui vont, par certains symboles, par certains schémas d'histoire, certains cycles, permettre justement à l'inconscient de traverser un certain processus thérapeutique, ne serait-ce qu'à travers l'histoire, et de comprendre quelles ressources peuvent être importantes. Quand on parle avec des mots dans la vie de tous les jours, on s'adresse au mental, on s'adresse au conscient. Et le problème du conscient, c'est qu'il a certaines résistances. Alors que dans les histoires, si simples puissent-elles paraître, se situent finalement des éléments fondamentaux qui, eux, ne résistent pas à l'esprit critique. Donc, c'est parti. Dans un coin reculé d'une grande vallée, un lac cristallin se trouvait calme et immobile, reflétant le ciel et les montagnes environnantes. L'eau était d'une pureté étonnante, si claire qu'on pouvait voir les pierres du fond, lissées par des siècles de mouvements imperceptibles. Ce lac était considéré comme le cœur du royaume de la nature, un lieu de sérénité et de guérison. À ses bords, une plante aquatique aux longues tiges vertes et aux fleurs argentées poussait en abondance. Cette plante, appelée Viridia, était connue pour ses propriétés curatives tant pour les créatures vivantes que pour la terre elle-même. Pendant des saisons, Viridia prospérait, ses fleurs s'épanouissant et libérant une douce fragrance qui se répandait dans l'air. Le lac ainsi que les créatures de la vallée étaient en parfaite harmonie. Mais un jour, une grande tempête éclata. Le vent souffla avec une telle force qu'il fit tomber ses branches d'arbres et brisa des rochers. La plante Viridia fut frappée avec une telle violence que ses tiges se tordirent, ses fleurs tombèrent et une grande partie d'elle se dévasta. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence lourd et étouffant. Le lac, autrefois si calme, semblait perturbé, comme si lui aussi avait été affecté par cette perte. L'eau, habituellement limpide, était désormais troublée par des vagues agitées, et la surface marquée de rides semblait régresser. Viridia, bien que survivante, semblait brisée, ses tiges flétries et ses fleurs fanées. Au fil du temps, cependant, un petit oiseau aux plumes d'un bleu éclatant vint se poser près du lac. Il n'était pas comme les autres oiseaux de la vallée.
Celui-ci portait une étrange sagesse dans ses yeux. Et plutôt que de fuir le silence lourd du lac, il s'approcha lentement de la plante brisée. Il observa les tiges de Viridia, puis avec délicatesse, déposa des petites gouttes de rosée sur chacune des blessures de la plante, en chantant une mélodie douce et apaisante. Le chant de l'oiseau était faible, presque imperceptible, mais porteur de compassion et de réconfort. Les jours passèrent, et lentement, la plante Viridia commença à guérir. Ses tiges se redressèrent peu à peu, ses feuilles se renouvelèrent, et des fleurs argentées commencèrent à réapparaître. Ce processus, bien que lent, était profond, comme si la plante ne faisait pas que de se reconstruire, mais se réinventait intérieurement. Le lac également retrouva sa clarté et sa paix, car la guérison de la plante apaisait les vagues qui le traversaient. Un matin, un nouveau rayon de soleil frappa le lac, et dans sa lumière douce, la plante Viridia brillait d'une manière nouvelle. Elle avait été brisée, mais ses racines, désormais plus profondes et plus solides, lui permettaient de s'épanouir autrement, d'une beauté encore plus grande que par le passé. La vallée tout entière semblait réjouie par ce renouveau, comme si l'harmonie avait retrouvé sa place. Le lac et la plante avaient démontré que même après la plus grande tempête, même après une violente trahison, il est toujours possible de guérir, de se réinventer et de se renforcer. Normalement, après une séance d'hypnose, alors là ce qu'on a fait c'est juste une histoire hypnotique, bien sûr, il n'y a pas de phénomène de transe, d'induction hypnotique. Après une séance d'hypnose, on n'est pas censé expliciter ce qu'on a dit, parce que c'est justement remettre du conscient à l'intérieur. Mais comme on est sur une chaîne explicative qui explique les processus inconscients, psychologiques et surtout qui s'intéresse aux éléments qui font changer, je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire. La guérison après une trahison, comme celle de la plante finalement, c'est un processus long, qui est imprévisible et qui ne peut pas être anticipé. Ça peut sembler décourageant, parce qu'une trahison, comme une tromperie, une infidélité, ça nous terrasse profondément. La personne en qui on avait confiance, l'homme avec qui on pensait qu'on allait finalement peut-être faire notre vie, nous trompe au plus profond de nos racines. Parce que dans l'infidélité, il y a quelque chose de très intime. C'est pas juste briser la confidentialité, c'est totalement... J'essaie de ne pas être vulgaire, mais c'est comme quelque part briser la confiance et le contrat et l'engagement de base d'une relation qui est qu'on se choisit mutuellement. C'est briser une union et c'est briser profondément une personne. Donc quand on fait face à cette douleur, on a l'impression d'être totalement brisé, que tout est brisé en nous en fait. Et souvent en plus on se sent coupable et on a l'impression que c'est nous qui devons porter la honte de cette trahison. Parce qu'il y a une certaine forme d'humiliation dans la tromperie quelque part. La personne qui nous a trompés, elle le fait en conscience. Donc quelque part, à ce moment-là, elle nous montre qu'on n'est pas si importante que ce qu'on pensait être. Mais cette histoire, elle vous montre que même dans la souffrance intense, la guérison est possible. Même si elle ne se fait pas d'une manière immédiate, elle s'opère de manière subtile et profonde. Le temps est un facteur clé dans ce processus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne suffit pas juste de temps. Sinon, il n'y aurait pas besoin de thérapie. Les gens seraient simplement en train d'hiberner chez eux en attendant la guérison. C'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on laisse juste la variable temps agir,
Le problème, c'est que s'il n'y a pas de guérison, qui est ici représentée par l'oiseau, qui dépose de la compassion et des gouttes de guérison sacrée sur la plante, avec un chant mélodieux, le problème, c'est que le temps, il va venir renforcer les blessures. Il va venir les cicatriser, il va venir les marquer au fer rouge. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de processus de transformation lié à ce choc, à ce traumatisme, il y a de grandes chances pour que finalement vous soyez juste traumatisé, mais comme une personne qui attend juste d'être réactivée dans son traumatisme. Donc il n'y a pas que le temps. Ce qui est important au-delà du temps, c'est justement de saisir l'opportunité de transformation, de reconstruction et de renouvellement pendant le processus d'auto-guérison et de reconstruction en fait. C'est pas juste reproduire les choses de manière similaire pour ensuite être terrassé par la tempête, c'est utiliser la confusion présente dans la tempête pour se renouveler différemment, s'enraciner de manière plus profonde encore, d'une autre manière. Parce que quelque part, peut-être que cette plante, elle était peut-être pas si profondément enracinée que ça, ou peut-être enracinée sur les mauvaises bases, ce qui peut être le cas quand on choisit les mauvais partenaires, ou quand on est trop porté sur l'amour que nous porte quelqu'un. Donc effectivement, dans cette histoire, et ça montre aussi que l'aide extérieure est importante, parce qu'elle permet justement d'aider à guérir, d'avoir du soutien, de la compassion, ce qui est le cas dans un espace thérapeutique par exemple, avec des conversations sur nos fonctionnements, avec justement des approches, par exemple issues de la thérapie brève, qui permettent justement un vrai changement pratique. Mais finalement, ce que cette histoire elle dit, c'est que tout épisode traumatique nous ramène à notre force intérieure. Et que c'est dans ces moments-là que on peut finalement se dire qu'on n'est pas défini par ce qui nous frappe, mais qu'on est plus que ça. Et pour ça, ça vous demande justement de vraiment vous connecter à vous-même, à vos propres ressources, et de venir les renforcer. D'où l'intérêt d'être accompagné dans ces périodes. C'est aussi le moment de voir ce qui n'allait pas dans la relation. Parce que des fois c'est vrai, la tromperie, elle arrive dans un moment où vraiment on n'aurait pas pu anticiper les choses, on pensait vraiment que ça se passait bien. Et en fait, malheureusement, on était juste avec une personne pas fiable. C'est malheureux, des fois on ne pouvait pas le savoir. Mais il y a beaucoup de fois aussi où on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on ne voulait peut-être pas les voir en fait. On ne voulait peut-être pas les voir parce que ça faisait des années, parce qu'on avançait, parce que malgré tout ça se maintenait. Et en fait, des fois, la tromperie, ça montre que quelque chose ne peut plus durer, sauf que personne n'est capable de se le dire, et en fait, on est resté trop longtemps dans une relation qui, de toute façon, ne fonctionnait pas. Donc c'est important aussi de voir qu'est-ce qui n'était pas équilibré dans la relation et qu'est-ce qui m'a poussé, moi, à rester longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo d'un pouce vers le haut, d'évaluer le podcast de 5 étoiles, de me laisser un commentaire encourageant avec des questions. Et puis si vous avez envie justement que je sois ce petit oiseau qui vient déposer des gouttes de guérison dans votre vie, sachez que l'accompagnement CME+, c'est vraiment un beau voyage intérieur, c'est vraiment quelque chose d'unique dans votre vie pour vous trouver vous-même, pour embrasser votre essence et puis surtout pour renaître de vos cendres. Donc si vous souhaitez qu'on en parle, que je vous parle de comment je travaille, comment est-ce que j'accompagne les personnes, bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, de choisir le créneau qui vous correspond, de répondre aux questions du formulaire, et ensuite on pourra échanger ensemble sur ce que vous souhaitez changer et sur ma manière de travailler. Pour terminer, je vous invite justement à aller dans la description, à regarder les 2 programmes en ligne qui sont présents, notamment un programme sur la dépendance émotionnelle et l'estime de soi, et un autre programme sur les clés de l'intelligence amoureuse, c'est-à-dire la manière de faire s'épanouir une relation dans le temps. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.